Ouais. Mhm. Non mais après tout, tu crois qu'on va se laisser faire et qu'on va laisser les automatons nous prendre toute nos planètes? On va leur envoyer un bon paquet de démocratie dans leur tronche. Excuse-moi, j'ai un double appel. Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Oui, bonjour Demi-Jong Patelin. Vous pouvez nous expliquer pourquoi la détection est une pratique de gros blaireaux? Oula, je pense que c'est un peu violent comme question ça, monsieur. Je pense qu'il faut faire une petite remise en contexte. Ah d'accord. Et dans le contexte, pourquoi c'est des gros blaireaux? Vous savez, monsieur, dans notre métier, on critique la méthode et pas les gens. Nous pourrions dire que la détection, c'est de la merde. Mais il ne faut pas essentialiser les amoureux du pillage. Ouais, enfin moi je fais que jouer le personnage pour éviter qu'ils disent que c'est toi qui les insultes, hein. Mais attends, je vais en mettre une couche parce qu'ils le méritent vraiment, ces petits fils de... Ok, on va faire une petite pause contexte, autant en archéologie que dans la critique, parce que tout part de là. Le contexte archéologique, tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est en binôme avec les éléments qu'il devient important. Je sais que vous aimez quand je parle de pâtisserie, alors reprenons notre exemple favori, la forêt noire. Lorsque nous l'avons fouillée, nous avons trouvé des couches de crème, des copeaux de chocolat, des morceaux de génoise et même des cerises. Pris à part, ces éléments ne nous apportent pas plus que leur nature. Mais c'est ensemble, en contexte, qu'ils prennent tout leur sens. Ce contexte, c'est à la fois la forêt noire, mais aussi la pâtisserie, la rue et parfois même le village. C'est l'environnement physique, culturel et historique dans lequel ces objets, ces structures ou ces vestiges du passé sont découverts et étudiés. Le contexte, c'est non seulement les artefacts eux-mêmes, mais aussi leurs emplacements par rapport à d'autres éléments tels que d'autres objets, des structures ou des unités stratigraphiques. Ces couches du sol dont on a déjà parlé précédemment. C'est seulement parce que nous mettons les couches de génoise, les couches de crème, les copeaux de chocolat et les cerises ensemble qu'on peut dire que notre site est une forêt noire. Si je vous dis que nous avons une pâtisserie dont l'unique composant connu est la cerise, je vous laisse vérifier sur Google combien de possibilités s'offrent à vous. L'intérêt du contexte archéologique est multiple. Tout d'abord, il permet aux archéologues de comprendre comment les objets étaient utilisés, leur signification culturelle et leur relation avec d'autres aspects de la vie quotidienne. C'est en examinant les artefacts dans leur contexte que les archéologues peuvent déduire les informations sur les pratiques religieuses, les systèmes économiques, les interactions sociales et bien d'autres aspects de la vie quotidienne du passé. En allant plus loin, le contexte archéologique fournit des données chronologiques les plus précieuses, permettant de dater les découvertes et de les replacer dans une séquence temporelle plus large, ce qui est essentiel pour comprendre l'évolution des cultures et des civilisations. Le problème avec la détection de métaux, aussi souvent appelée détection de loisirs, c'est qu'elle met en danger la préservation et la compréhension du contexte archéologique. Les détectoristes amateurs utilisent des détecteurs de métaux pour localiser des objets et au moindre bip, ils vont extraire des artefacts du sol. Alors, soyons honnêtes, ils ne déterrent pas que des objets historiques ou archéologiques, bien entendu. Mais nous pouvons voir, ci et là, que leur intérêt se porte bien plus sur de belles trouvailles que sur tous les autres déchets qu'ils qualifient régulièrement de merdouilles. Bien que certains détectoristes soient passionnés par l'histoire et signalent leurs découvertes aux autorités compétentes, nombreux sont ceux qui opèrent sans autorisation et sans considération pour le contexte dans lequel les artefacts sont trouvés. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des zones entières de trous, qui généralement sont rebouchés, comme si ce respect de la nature pouvait annuler la faute commise. Ah mais vous voyez bien, ils font des trous. C'est des blaireaux. Bon, blaireau, le terme est peut-être un petit peu fort. Dans ce cas, des petites connasses de belettes. Non, mais blaireau, c'est peut-être pas si pire en fait, parce qu'en réalité, la détection de loisirs entraîne souvent des dommages irréparables au contexte archéologique. Et les reproches qu'on peut faire à ces utilisateurs de détecteurs de métaux sont multiples. Le premier est tout simplement que les détectoristes vont perturber les couches du sol et mélanger les artefacts provenant de différentes époques. La conséquence directe est de rendre difficile, voire impossible, leur interprétation précise. Les objets retirés de leur contexte perdent une énorme partie de leur valeur scientifique, car les informations sur leur emplacement et leur relation avec d'autres éléments sont perdues. Pour reprendre l'analogie que vous connaissez bien, si vous apportez des cerises que vous avez détectées et nettoyées, personne ne pourra dire avec précision si elles viennent d'un supermarché, de votre cave, d'un arbre ou d'une forêt noire. C'est là la faute à l'origine de toutes les critiques qui peuvent être adressées aux détectoristes. Les objets sortis du sol n'auront jamais d'interprétation, ni sérieuse, ni sûre, ni claire. Et ça, c'est uniquement au cas où ces objets seraient présentés aux autorités scientifiques. Dans la majorité des cas, les archéologues n'ont accès qu'à une photo anonyme. Sur un groupe Facebook privé ou sur un site de vente,
et l'objet pillé finira dans une vitrine avant d'être oublié jusqu'à la répartition d'un héritage. Le second reproche est tout simplement la disparition de l'information. En effet, lorsque des passionnés de détection vont dans les champs et les forêts pour traquer le moindre objet métallique, ils jouent de la pelle et dépouillent, ou plutôt comme ils disent, dépolluent, le sol de tous les éléments qui peuvent nous aider dans l'identification des vestiges du sous-sol. En effet, si vous avez un gros temple, par exemple, dédié à la sacro-sainte forêt noire, 3 mètres sous la surface, dans le premier mètre, vous pourrez trouver les éléments suivants: des morceaux de copeaux de chocolat, des éclats de cerises ou des traces de génoise. Ces indices, mis bout à bout ensemble, pourraient nous alerter sur la présence d'une structure en lien avec une forêt noire. À ce stade, aucune idée de si c'est un temple, une cuisine ou juste la maison d'un gourmand. Mais une chose est sûre, si un détectoriste passe par là et ratisse toutes les traces de surface, alors il sera tout fier d'avoir sauvé des bibelots sans grande importance, mais le temple sera perdu à tout jamais. Et quand quelques années plus tard, un grand magasin de meubles voudra construire un souterrain sur 3 niveaux, le service régional d'archéologie interrogera les cartes archéologiques sur lesquelles seront indiquées que les prospections pédestres à cet endroit n'ont rien donné, et le site sera oublié, détruit et restera inconnu. C'est à cause de ces disparitions d'indices et de preuves que la détection de loisirs peut compromettre la recherche archéologique et nuire à notre compréhension de l'histoire humaine. C'est d'ailleurs pour ça que le lien rapide est fait entre détection et pillage archéologique. Ah oui, c'est pas des blaireaux parce qu'ils aiment la détection en fait. Non, d'accord, c'est juste des curieux en fait qui ne comprennent absolument rien à la méthode et dont la fédération est garnie de mecs qui portent des œillères pour légaliser le pillage. D'accord. Eh bien, curieusement, c'est peut-être une très bonne définition. Merci monsieur et n'hésitez pas à rappeler. Le contexte archéologique est d'une importance cruciale pour la compréhension de notre passé. Il fournit des informations précieuses sur les sociétés anciennes et leur évolution à travers le temps. Ce contexte est susceptible d'être grandement menacé par la détection de métaux qui a pour conséquence de compromettre la recherche archéologique sérieuse. Une question qui nous vient de Rasderhound, éditorialiste en japanaiserie à Sénart. C'est qui t'as préféré, Lara Croft ou Sidney Fox? N'importe quelle personne normalement constituée peut répondre sans aucune difficulté à cette question. Il y en a une qui m'a fait rêver pendant des années, qui vivait des aventures folles et qui peut-être, m'a donné envie de partir à l'aventure. J'aurais tout donné pour devenir Nigel.